On se retrouve sur BFM2 pour ce nouveau direct, un direct consacré aux universités américaines, dans l'œil des conservateurs, notamment de Donald Trump, qui considère ces universités trop de gauche. Pour en parler, nous accueillons Tristan Cabello, politologue spécialiste des États-Unis. Merci d'être avec nous. Alors, on l'a dit, Donald Trump a gelé plus de 2,2 milliards de dollars de subventions à l'université d'Harvard. Il menace désormais de lui interdire l'accueil des étudiants étrangers. Concrètement, que cherche Donald Trump? Alors, la version officielle que l'administration donne à toutes ces universités, c'est le combat contre l'antisémitisme. Alors, c'est un combat qui est très noble, mais qui est complètement dévoyé par l'administration Trump, puisque l'on voit que les demandes qui sont formulées à l'égard de Harvard, en fait, n'ont pas grand-chose à voir avec le combat contre l'antisémitisme. Vous l'avez rappelé, ce sont des gels de fonds fédéraux qui sont donnés en général à la recherche sur les sciences dures, et puis surtout l'arrêt de l'accueil des étudiants internationaux. Moi, je pense que ce que Donald Trump veut faire, c'est vraiment s'attaquer à ces universités qui sont en général des lieux qui sont plutôt fréquentés par des penseurs progressistes, par le milieu démocrate, et puis par un milieu qui est très opposé à l'administration Trump. Et donc, Donald Trump tient les cordons de la bourse, mais il faut quand même se rappeler que ces universités, en plus des fonds fédéraux, ont bien évidemment des dotations qui sont énormes. Mhm. Harvard, c'est à peu près 64 milliards de dollars. Donc, ils peuvent faire face à ces coupes budgétaires en puisant dans leur dotation, qui est toujours très importante. C'est justement ce que j'allais vous demander, hein. C'est une université qui a une certaine renommée, hein, plusieurs prix Nobel qui en sortent, 30 000 étudiants. Comment expliquer que le président Donald Trump, qui veut revenir sur une Amérique glorieuse, qui veut redonner la grandeur à l'Amérique, puisse enfoncer autant des universités aussi prestigieuses? Oui, alors vous l'avez rappelé, ces universités, elles font rayonner l'Amérique au niveau international. Mm. Ces universités, elles sont bien sûr basées sur le territoire américain, mais elles font appel à des chercheurs qui viennent de partout dans le monde, d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud, et qui ont une renommée internationale. Moi, je pense que ce que Donald Trump veut vraiment combattre ici, c'est bien évidemment les pensées dissidentes, Mm. les pensées qui s'opposent à son administration, mais aussi il y a, comme dans beaucoup de régimes à tendance autocrate, autoritaire, une méfiance de la science. Et on l'a vu par exemple avec son ministre de la Santé, qui par exemple a dit il y a juste quelques jours là que l'autisme était peut-être dû au vaccin. Donc il y a non seulement une méfiance de la science, une méfiance des universitaires, mais aussi l'idée quand même de mettre un couvercle sur ces pensées dissidentes et Mm. ces manifestations anti-Trump qui pourraient émerger de ces campus au printemps maintenant ou durant l'été. Justement, vous l'avez rappelé, plusieurs provocations de la part de Donald Trump, le président américain. Et justement, il dit qu'Harvard enseigne la haine et l'imbécilité et on ne devrait plus recevoir de fonds fédéraux. C'est ce qu'il a écrit sur son média Truth Social. Alors, vous l'avez dit précédemment, mais est-ce que sans ces fonds, Harvard peut s'en sortir? Est-ce qu'elle peut rester aussi prestigieuse qu'elle l'est? Alors tout dépend de comment ils veulent pallier à ces pertes budgétaires. Ils ont deux options devant eux. Soit ils font un plan d'austérité pour Harvard, c'est-à-dire en gros, arrêter les embauches, peut-être faire quelques licenciements, peut-être baisser les salaires. Ça, c'est très possible et c'est en général ce que les universités aux États-Unis ont fait pendant la crise du Covid. Elles n'ont pas puisé dans leur dotation, elles ont en fait fait des plans d'austérité qui ont réduit les coûts de fonctionnement pour ces universités. L'autre option, c'est bien évidemment de puiser dans ces larges dotations qu'elles ont. Alors, ce sont des montages financiers qui sont très complexes. Ça ne veut pas, bien sûr, le fait que Harvard ait, par exemple, une dotation de 64 milliards de dollars, ça ne veut pas dire qu'ils aient 64 milliards de dollars, voilà, disponibles pour eux à la banque. Ce sont des montages financiers, ce sont des investissements, donc ils ne peuvent pas prendre tout cet argent, mais cet argent est là
Et il semblerait que Mmh. Harvard ait décidé de puiser dans cette dotation. C'est le rôle, en fait, de cette dotation. Le rôle de cette dotation, c'est de faire en sorte que, quels que soient les gouvernements, quelles que soient aussi les crises, les universités puissent continuer à faire leurs recherches et à faire leurs enseignements. Donc ça, c'est très important. C'est un mouvement qui est vraiment profond dans les universités américaines. Et on voit que Harvard, en fait, donne l'exemple pour Mmh. beaucoup d'autres universités. Je vois que l'université, par exemple, de Northwestern, à Chicago, a aussi décidé de puiser dans sa dotation pour pallier à ses pertes budgétaires. Et justement, l'université d'Harvard a répondu, et se défend, hein, il défend son indépendance à travers la voix de son président, qui est donc, Alan Garber, en disant qu'aucun Ouais. gouvernement ne doit dicter, aux universités privées ce qu'elles doivent enseigner ou qui elle peut enrôler ou, embaucher. Et plusieurs personnalités comme Barack Obama ont d'ailleurs réagi, elles ont soutenu ces universités et ont dit que c'était un elles ont salué tout simplement ce geste. Qu'est-ce qu'on peut y voir justement? Moi, j'y vois quelque chose de très important. C'est quand même, ça fait à peu près donc là 3 mois, 4 mois que Donald Trump est au pouvoir. On a bien vu que durant ces 4 mois, ça a été vraiment un tourbillon de nouvelles Mmh. mesures et les Américains ont un peu perdu la tête, ne savent vraiment plus trop ce qui se passe. Et en tout cas, ce que l'on voyait, c'est qu'il n'y avait pas de résistance frontale à Donald Trump. C'était très difficile d'avoir une résistance frontale à Donald Trump parce qu'il y a une nouvelle mesure de toute façon, ou quelquefois plusieurs nouvelles mesures chaque jour. Là, ce que l'on voit, c'est vraiment un tournant, peut-être le début du commencement d'un mouvement de résistance depuis quelques semaines. On l'a vu avec les mouvements du 4 avril, les manifestations du 4 Mmh. avril. On voit aussi des meetings du Parti démocrate, spécifiquement avec Bernie Sanders, par exemple, qui attirent quand même beaucoup les foules. Et puis là, c'est la première institution d'ampleur internationale, de renommée internationale, qui se dresse contre Donald Trump. Et vous l'avez dit, il y a eu plusieurs démocrates qui ont salué, par exemple Barack Obama, mais il y a eu aussi beaucoup d'organisations, ce qu'on appelle des non-profit ici, donc des organisations philanthropiques, caritatives, qui ont donc une dimension plutôt sociale, qui ont salué ce mouvement-là. Harvard n'avait pas le choix. Elle devait se dresser, elle devait vraiment montrer l'exemple. Et je crois que ça signale aussi un tournant dans cette présidence. Alors, on n'en est qu'à 4 mois, mais en tout cas, on voit que depuis quelques semaines, il y a quelque chose qui change ici. Dans la tête des Américains, peut-être le début d'un mouvement d'opposition. En tout cas, Harvard, ça fait partie de ça. C'est justement la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut voir une forme de révolution de la part de ces universités qui se dressent et qui se défendent tout simplement de Donald Trump? C'est une révolution? Alors, une révolution, peut-être pas, mais Mmh. en tout cas, le début d'un mouvement d'opposition, et ça, Mmh. c'est très important. Ces universités, il faut bien le rappeler peut-être aux téléspectateurs français qui ne comprennent pas le système américain. Ces universités, elles sont privées. La Mmh. plupart d'entre elles sont privées. C'est-à-dire qu'elles ont des fonds privés, mais elles reposent aussi, bien évidemment, sur des fonds fédéraux pour tout ce qui est recherche. Et ces universités, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elles essaient aussi de gagner la bataille du récit ici aux États-Unis, ce qui n'est pas évident parce que Donald Trump essaie aussi de donner des gages à son électorat, qui est un électorat un peu anti-élite, disons. Et ces universités, c'est exactement ce qu'elles représentent, les élites du nord-est des États-Unis. Et donc ces universités tentent de gagner la bataille du récit en expliquant ce qu'elles font. Et c'est vrai qu'en général, elles sont vraiment déconnectées des couches populaires du pays. Sur le site d'Harvard, par exemple, la première page que vous voyez quand vous allez sur le site, c'est maintenant une liste des recherches que l'université a menées dans les 5 dernières années qui ont fondamentalement changé la vie des Américains. Un traitement pour Alzheimer, un traitement pour un cancer, etc. Et c'est ce que toutes les autres universités essaient de faire. Dans ma propre université, l'université de Johns Hopkins Mmh. à Baltimore, on nous dit, l'administration a créé une nouvelle campagne qui s'appelle La recherche sauve des vies, et l'université explique concrètement et fondamentalement ce qu'ils font pour améliorer la vie des Américains. Et ça, c'est très bien parce que beaucoup d'Américains ne sont pas au courant et beaucoup d'Américains ne savent pas ce qui émerge de ces laboratoires médicaux dans les universités.
Justement, avant de revenir sur, ces scientifiques, hein, qui pourraient donc, fuir entre guillemets les États-Unis pour pouvoir, travailler, vous, Tristan Cabello qui est donc, professeur, à l'université John Hopkins comme vous l'avez rappelé, quelle est l'ambiance sur place? Comment se sentent les étudiants? Est-ce qu'on sent une certaine pression avec toutes ces choses, ces actualités politiques? Oui, aussi bien les enseignants-chercheurs que les étudiants ont très peur. Mmh. Les étudiants ont très peur car ils ont vu beaucoup de leurs collègues. Moi, dans ma propre université, on n'a pas eu tant que ça, mais on arrive maintenant à un chiffre, je crois, de 15 étudiants qui ont été déportés, expulsés du pays euh, pour des raisons inconnues souvent, hein. On ne sait vraiment pas pourquoi ils sont expulsés du pays, simplement parce qu'ils sont étrangers. Donc il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété à ce niveau-là. Et puis chez les enseignants-chercheurs, c'est frappant à quel point la peur et la paranoïa nous glacent un peu tous. Une petite anecdote, cette semaine, on prépare donc le calendrier des cours pour l'automne chacun de mes collègues faisait le compte des mots qui sont interdits et qui sont présents maintenant dans leur description de cours, dans leur titre de cours. Vous savez qu'il y a toute une liste de mots que Donald Trump veut interdire dans les universités. Et ça, vraiment, ça crée un climat, j'ai envie de dire, de paranoïa, de grande anxiété. Le fait que les gens aient peur de la nature de leur recherche et de la nature de leur enseignement. Et ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais vu Mmh. aux États-Unis, où la liberté académique était vraiment tout le temps préservée. C'est intéressant, hein, c'est important de le rappeler, cette liberté académique et justement, les premiers chercheurs américains qui fuient, donc Donald Trump, hein, et ses politiques seront accueillis par l'université d'Aix-en-Provence en juin prochain. Pourquoi choisir la France, justement pour, pouvoir avoir cette liberté, de travail? Pourquoi la France? Alors, ça ne concerne pas que la Mmh. France. Je crois il y a des systèmes d'accueil qui sont aussi présents au Canada, d'autres en Europe, en France. Pourquoi la France? Pour les Américains, c'est très simple. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'en choisissant la France, ils vont perdre une grande partie de leur salaire car les salaires des enseignants-chercheurs sont bien plus élevés aux États-Unis, mais qu'ils vont y gagner deux choses. Une liberté académique, une liberté universitaire qu'ils n'ont plus aux États-Unis. Et puis, peut-être, beaucoup d'Américains aussi cherchent maintenant une qualité de vie. On est dans un pays où on a vu l'inflation décolle, le prix de la santé est mirobolant, le coût de la vie en général explose. Et s'installer en France, ça peut aussi pour eux non seulement leur permettre d'évoluer dans leur carrière, mais aussi de tout simplement suivre leur recherche et leur plan de recherche de manière libre, mais aussi améliorer leur qualité de vie. Et moi, c'est ce que j'entends de plus en plus chez mes collègues. Beaucoup de collègues partent vers le Canada, qui a un système de santé assez similaire à la France, ou vers l'Europe de l'Ouest, pour non seulement faire leurs recherches, mais aussi améliorer leur qualité de vie de famille et de vie tout court. Pour vous, en tant qu'enseignant, quelle est la suite dans votre université? Est-ce qu'il y aura des mouvements de protestation? Est-ce que, les étudiants, les élèves vont se révolter? Comment ça va se passer sur place? C'est très difficile de le dire. Il y a une répression qui s'exerce qui est très forte. Dans mon université, je pense qu'on se dirige plutôt vers une réponse qui se rapprocherait de la réponse de Harvard, c'est-à-dire une opposition à Donald Trump et certainement le déblocage de fonds qui sont associés à la dotation pour pouvoir poursuivre les recherches. Il faut savoir que quand même notre université a perdu 200 millions de dollars. L'université a déjà dû se séparer de à peu près, je crois, 2000 chercheurs. Bon, c'est une grande université de 50 000 personnes.
Mais en tout cas, on a déjà eu des conséquences qui sont très visibles, qui sont physiques, hein, sur le campus. Mais je pense qu'il y a eu vraiment un tournant avec cette décision d'Harvard et beaucoup d'universités vont aller dans cette direction, c'est-à-dire la direction d'une opposition élégante, légale, mais quand même frontale. Merci à vous, Tristan Cabello. Vous êtes donc politologue spécialiste des États-Unis et professeur à l'université Johns Hopkins dans les Maryland. Merci pour ces précisions. Et on le rappelle, hein, cette actualité avec Merci. Donald Trump qui a gelé 2,2 milliards de dollars de subventions à l'université d'Harvard, ce qui pourrait s'appliquer à d'autres grandes universités américaines. On suit le tout sur BFM2. On se retrouve pour un nouveau direct.